Merci. Merci, Madame Nashwat Mouga, directrice de la Fondation French Africa, pour cette aimable présentation. Merci aussi à Boufassi, directeur de Sciences Po Paris. Et bien sûr, merci à Madame Arantxa González, doyenne de l'École des Affaires internationales de Paris, ainsi que à tous ceux et celles qui ont contribué à ce que je puisse aujourd'hui prendre la parole dans cette prestigieuse institution, au lieu du savoir, de la science, surtout de l'excellence, qui est l'Institut d'études politiques de Paris. Je remercie aussi les étudiantes et étudiants ici présents et leur signifie tout le plaisir que j'ai à échanger avec eux autour des thématiques vitales pour mon pays, comme pour mon continent, et par-delà pour le monde dans son ensemble. J'ai été invité à vous entretenir de l'expérience de mon pays en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. J'essayerai donc de vous en faire une présentation globale, tant sur le plan des approches et des mesures mises en œuvre à l'échelle nationale que sur celui des stratégies et actions collectives engagées dans ce cadre. Je profiterai également de l'occasion pour mettre en exergue les principaux enseignements et leçons tirées de cette expérience et qui aujourd'hui fondent notre approche des questions de terrorisme et d'insécurité à l'échelle nationale et régionale. Enfin, comme je m'adresse à vous, comme je m'adresse à l'élite de demain, je me permettrai de vous adresser quelques mots à propos des défis mondiaux majeurs que vous aurez prochainement, peut-être même bientôt, les responsabilités de relever. Comme vous le savez, le terrorisme et l'extrémisme sont aujourd'hui présents quasiment un peu partout à travers le monde. Ils constituent pour notre continent, et particulièrement pour notre région sahélienne, le défi principal que nos États devront impérativement relever, individuellement et collectivement, en vue de préserver la stabilité et la sécurité indispensables à la réalisation de nos objectifs de développement. Les violences terroristes, par leur nature transfrontalière et leur étroite liaison avec des acteurs non étatiques, ont mis à mal nos stratégies sécuritaires classiques, souvent centrées sur la défense et l'intégrité territoriale face à l'éventuelle agression d'un État tiers, et qui aujourd'hui ne répondent que très partiellement aux multiformes défis sécuritaires. L'extrémisme et le terrorisme sont historiquement et culturellement étrangers à notre continent. L'histoire et la culture de mon pays, la Mauritanie, en sont une illustration vivante. En effet, la Mauritanie fut des siècles durant et demeure encore un espace de brassage et de métissage des peuples du sud et du nord du Sahara, qui a produit un admirable syncrétisme culturel, aujourd'hui substrat identitaire de notre peuple. En Mauritanie, nous sommes du nord comme du sud du Sahara, nous sommes blancs et noirs, nous sommes arabes, berbères et africains. En dépit de tout cela, l'extrémisme et le terrorisme qui se sont ces dernières décennies insidieusement infiltrés dans notre continent, profitant de la convergence destructrice de la pauvreté, de la malgouvernance, du sous-développement, des tensions sociales et des ruptures violentes de légitimité constitutionnelle ont fini par s'étendre à notre pays. C'est ainsi
qu'à l'instar de la plupart des pays de notre région, nous avons connu sur notre territoire des actions terroristes meurtrières, des attaques contre des casernes militaires, contre d'innocents citoyens mauritaniens comme d'innocents étrangers, des prises d'otages. Bref, nous avons connu toute la panoplie standard du terrorisme. Cette situation dramatique hypothéquait sérieusement la sécurité et la stabilité de notre pays. Pour y faire face efficacement, nous avons conçu et mis en œuvre une approche multidimensionnelle intégrée d'ordre à la fois sécuritaire, culturel, idéologique, social, politique et économique. Sur le plan sécuritaire, il nous a fallu d'abord parer au plus pressé, c'est-à-dire restaurer la sécurité et la stabilité en engageant une lutte sans merci contre les groupes terroristes. Pour ce faire, nous avons œuvré à renforcer nos forces armées et de sécurité par la mise à niveau continu des capacités opérationnelles des unités de nos forces armées et de sécurité, leur adaptation, leur équipement, leur formation, leur entraînement opérationnel à faire face à la menace terroriste. Aussi par la mise en œuvre d'une chaîne de renseignement appropriée pour la prévention des actions terroristes et par la création de plusieurs unités spécialisées dédiées à la menace asymétrique qui doivent être en mesure de faire face à ces groupes terroristes. Donc ils doivent avoir la mobilité qu'il faut, la modularité, la polyvalence et la souplesse. Parce que l'action des groupes terroristes est très différente de l'action classique des ennemis traditionnels ou classiques, c'est-à-dire que ce n'est pas une armée il ne suffit pas à une armée d'être organisée ou bien organisée pour pouvoir faire face efficacement à ces groupes terroristes, parce que leur force, ce n'est pas leur nombre, parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux que cela, mais c'est leur méthode, c'est leur engagement à faire mal, c'est leur souplesse, c'est leur mobilité, c'est leur rapidité quand ils s'esquivent. Donc il faut, pour créer des outils qui doivent faire face à ces situations-là, il faut qu'il y ait des équipements supérieurs, bien sûr, aux équipements des terroristes, mais il faut aussi que la mobilité puisse être meilleure que la mobilité des terroristes, et l'engagement surtout, il faut qu'il soit là. Donc nous avons donc un autre élément de cette stratégie consiste aussi, nous avons effectivement renforcé la coordination systématique avec les partenaires régionaux et internationaux pour plus de fluidité des échanges de renseignements. Sur le plan culturel et idéologique, nos érudits, nos oulémas ont engagé un débat religieux libre et ouvert avec la frange de notre jeunesse qui s'est engagée dans l'action terroriste, en vue de les convaincre du caractère absolument erroné des thèses extrémistes de la nature par essence modérée de la tolérance de l'islam. Cette action a permis de ramener dans le droit chemin l'écrasante majorité des jeunes qui avaient été victimes de l'intoxication extrémiste. Un programme d'accompagnement des repentis a été mis en place par le gouvernement pour s'assurer de leur insertion dans la vie active et pour éviter les récidives. En outre, nous avons mis en place un vaste programme d'information et de sensibilisation pour protéger notre jeunesse de façon générale face aux propagandes des extrémistes et pour diffuser
les valeurs de tolérance, de modération et d'ouverture à l'autre qui constituent la quintessence de l'islam sunnite. Au niveau social, nous avons travaillé à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Nous avons mis en place un arsenal juridique pour combattre les discours véhiculant la haine et le racisme ou incitant à la violence ou à l'extrémisme. Tout comme nous avons œuvré à renforcer l'état de droit, à ancrer davantage les droits de l'homme et les libertés individuelles et collectives, et à renforcer la liberté de la presse en libéralisant l'espace audiovisuel et en dépénalisant les délits de presse. D'autre part, et toujours dans l'esprit de mieux prémunir notre jeunesse contre les sirènes de l'extrémisme, nous avons renforcé notre stratégie d'insertion et d'emploi des jeunes, tout comme nous avons mené une politique active visant à assurer l'implication massive des jeunes et des femmes dans la vie politique et dans la gestion des affaires publiques. Au niveau économique, nous avons œuvré à tarir les sources de financement des terroristes en instaurant une surveillance stricte des mouvements de fonds, en refusant systématiquement toute forme de contrepartie pour la libération des otages, et en engageant une lutte implacable contre toutes les formes de trafic susceptibles de servir de source de financement aux terroristes. Et dans le même temps, nous avons placé l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables ou des hérités de nos populations au centre de nos stratégies de développement. Nous avons ainsi mis en place un large filet de sécurité sociale destiné à assister les citoyens à revenus modestes et à renforcer leur résilience face aux aléas de la vie quotidienne. Cela s'est traduit par l'augmentation de leur pouvoir d'achat, l'amélioration de leur accès aux services de base, à l'assurance maladie et à l'habitat social. Globalement, nous avons œuvré à renforcer l'unité nationale, à soutenir les vecteurs de cohésion sociale en centrant nos programmes et nos stratégies sur la lutte contre la pauvreté et la précarité et sur la construction d'un développement durable et inclusif. Au niveau politique, nous avons privilégié l'ouverture et le dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs de la scène politique nationale, renforcer nos institutions et notre système démocratique. Nous avons en outre conscient que les situations dans les pays de notre région s'impactaient directement les unes les autres. Nous avons en Mauritanie très vite acquis la ferme conviction qu'une victoire durable contre le terrorisme ne peut être obtenue que dans le cadre d'une étroite coopération et d'une forte solidarité agissante à l'échelle régionale, continentale et internationale. Aussi, nous avons, dès l'année 2014, à Nouakchott, mis en place avec nos voisins les plus directement menacés, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger, l'organisation du G5 Sahel, qui a mobilisé autour d'elle de nombreuses initiatives internationales de soutien. Le G5 est un cadre institutionnel de coopération sous-régionale en matière de sécurité et de développement, qui vise à permettre la mutualisation des moyens et la mise en synergie de nos efforts dans le cadre d'une approche fondée sur le principe de l'indissociabilité des questions sécuritaires et des questions de développement. Il a permis, je veux dire le G5, sur le plan sécuritaire, d'améliorer sensiblement la coordination entre les états-majors de nos armées, de mutualiser nos chaînes de renseignement, d'améliorer nettement notre capacité collective à anticiper, prévenir ou réagir de manière groupée et coordonnée à la menace terroriste.
Parallèlement à cet aspect sécuritaire, un programme d'investissement prioritaire qui consacre une large part au développement a été mis en place avec l'appui et l'accompagnement de nos partenaires. Malheureusement, pour des raisons qui leur sont propres et par décision souveraine que nous respectons, nos frères maliens, nigériens et burkinabés se sont retirés du G5, mettant ainsi fin à l'opérationnalité de l'organisation. Nous demeurons cependant convaincus que dans son principe, le G5 est une idée pertinente, car il est impossible dans un combat prétendant à l'efficacité contre le terrorisme de faire l'économie d'un cadre de coordination et de mutualisation des moyens, peu importe par ailleurs sa structure formelle ou sa dénomination. Et c'est précisément dans cet esprit de coordination, de solidarité agissante et de mutualisation des moyens que nous travaillons aujourd'hui en tant que président en exercice de l'Union africaine à dynamiser, à renforcer le Conseil de paix et de sécurité et ses multiples mécanismes de soutien, comme entre autres le système continental d'alerte rapide et la force africaine en attente. Tout comme nous soutenons fortement les efforts visant en Afrique à promouvoir le renforcement de l'état de droit, la lutte contre la corruption et la fraude électorale, afin de bâtir de véritables démocraties capables d'assurer l'alternance dans la paix, la stabilité et la transparence et de fonder la légitimité du pouvoir. Car très souvent, le pouvoir a tendance à compenser les déficits de légitimité par un surcroît de violence engendrant davantage d'insécurité et d'instabilité socio-politique. Je suis convaincu qu'il est particulièrement nécessaire et urgent de travailler à apaiser la vie politique, à dépasser par le dialogue et le consensus les dissensions sociales et les animosités interethniques. Dans ce cadre, je considère que le capital social et le savoir local des sociétés africaines dans la prévention, dans la gestion et la résolution des conflits est d'une importance capitale. On doit valoriser, optimiser le rôle des communautés, des leaders sociaux, de la société civile, des organisations communautaires de base. Il me semble que explorer les creuset culturels et les modes séculaires de médiation sociale constituent une piste digne d'intérêt en Afrique. Parallèlement, on devra œuvrer en vue de permettre à tous l'accès dans l'équité aux conditions d'une vie décente, d'offrir à nos jeunes des perspectives d'avenir autrement plus prometteurs que la course tragique à une immigration clandestine sans lendemain ou le recours au trafic illicite en tout genre et au crime organisé. Globalement, donc, l'ensemble des mesures sécuritaires, culturelles, sociales, politiques et économiques mises en œuvre en Mauritanie dans le cadre de notre stratégie sécuritaire intégrée, conjuguée à nos efforts sur le plan régional et continental, nous a permis jusqu'à présent d'éviter des actions terroristes sur notre territoire. Bien sûr, après qu'on les ait suivis, mais depuis maintenant à peu près 13 ans, c'est-à-dire exactement depuis l'année 2011, aucune action terroriste n'a été perpétrée sur notre territoire. Ça nous a permis également d'assurer sur notre territoire la sécurité et la paix sociale
améliorant ainsi significativement les conditions de mise en œuvre de notre stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Nous demeurons cependant pleinement conscients qu'en matière de terrorisme et d'extrémisme, le risque zéro n'existe pas et que le combat pour la stabilité, pour la sécurité, pour la cohésion et la paix sociale est un combat de tous les jours et qu'il nécessite sur tous les plans une action permanente et une vigilance de tous les instants. Ce que nous retenons donc de notre expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, c'est la nécessité d'une approche multidimensionnelle qui privilégie la coordination régionale et internationale des efforts et s'attaque non seulement aux manifestations violentes de l'extrémisme, mais aussi et surtout à ses racines. Cette approche doit partir du principe que le combat pour la sécurité et celui pour le développement vont de pair et s'impactent mutuellement, et que jamais le terrorisme ne sera vaincu si, parallèlement à l'action sécuritaire, on ne déploie pas d'énormes efforts en vue de généraliser l'accès à une éducation de qualité, d'instaurer un véritable état de droit, de créer des opportunités d'emploi, d'assurer aux populations les conditions d'une vie décente dans la dignité et le respect, d'améliorer la gouvernance et de promouvoir un développement durable et inclusif. D'autre part, nous avons acquis la conviction que dans le village planétaire, le planétaire qui est devenu notre monde, du fait de la globalisation et de l'intensification des échanges, les questions de paix et de sécurité ne sont plus des questions qui peuvent se traiter ou se résoudre durablement à l'échelle des États pris individuellement. Chaque conflit, où qu'il se déroule, quelle qu'en soit la forme, possède toujours une dimension géopolitique fortement présente, autant dans ses causes que dans ses effets. La sécurité durable de chacun requiert la sécurité de tous. Or, l'une des sources majeures de l'instabilité, des conflits et de l'insécurité dans le monde réside dans la propension des États à vouloir construire leur sécurité aux dépens de celle des autres, et à chercher par tous les moyens et à renforcer leur puissance militaire et économique, et à affaiblir celle des autres. Pire, ils font de l'atteinte de cet objectif la valeur fondamentale sur l'autel de laquelle ils sacrifient toutes les autres valeurs communes de l'humanité. Regardez les monstruosités dont l'humain est capable lorsque, sous couvert du droit de faire face à une menace sécuritaire réelle ou supposée, il s'affranchit de toutes les normes et de toutes les valeurs du droit international humanitaire, provoquant génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Plus grave encore, cela se fait souvent dans l'indifférence d'une grande partie de la communauté internationale. Tout se passe comme si l'universalité et la sacralité des droits fondamentaux de l'homme, fortement revendiqués dans les discours, se trouvaient subitement dans les faits, circonscrites au seul droit des siens et de ses alliés. C'est tout simplement l'inacceptable politique du deux poids, deux mesures qui affecte négativement notre confiance en nos valeurs communes et en nos institutions de gouvernance mondiale, et affaiblit notre solidarité pourtant nécessaire pour faire face ensemble aux multiples défis qui hypothèquent notre avenir commun. Vous êtes, chères étudiantes et étudiants, l'élite de demain.
à laquelle il reviendra de faire face aux multiples crises sécuritaires, économiques et écologiques qui ravagent notre monde d'aujourd'hui. Ne cédez jamais à l'indifférence. Défendez l'égalité des hommes et leurs droits imprescriptibles partout dans le monde, comme s'il s'agissait de vos propres droits. Je suis d'autant plus fondé à vous y exhorter que nous nous trouvons présentement au berceau des droits de l'homme, car c'est ici, à Paris, qu'ont vu le jour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. N'oubliez jamais que, comme posé dans le premier alinéa du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la reconnaissance dans les faits de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Gardez constamment à l'esprit que plus les inégalités d'avoir, de savoir ou de pouvoir se creusent au sein des États et entre eux, moins il sera possible de faire face aux questions de migration, d'insécurité et d'instabilité à travers le monde. C'est seulement ensemble, par la conscience aiguë de notre communauté de destin, par la solidarité, par le développement du multilatéralisme et par la réforme des institutions de gouvernance mondiale que nous pourrons dissiper les incertitudes qui planent sur notre devenir commun et sur celui de notre planète. Je vous remercie.